2 jours après l'agression au couteau de surveillants dans une prison de l'Orne, le personnel pénitentiaire ne décolère pas. Leur établissement, présenté comme un des plus sécurisés de France, a connu à son tour de graves failles sécuritaires. C'est même plus que la goutte d'eau parce qu'on prévient déjà depuis un certain temps des difficultés qu'on rencontre au niveau de l'administration pénitentiaire. Et finalement, il faut toujours attendre le pire pour qu'ils commencent à réagir. Donc nous, on en a ras-le-bol. L'assaillant qui s'est radicalisé en prison voulait venger, dit-il, la mort de son ancien camarade de cellule, Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg en décembre dernier. Depuis le début de l'année 2019, les événements graves avec des détenus radicalisés se sont multipliés. Face à cette nouvelle agression, le gouvernement promet des mesures accrues de sécurité. Quand on constate une défaillance, qui aurait pu être tragique, les 2 surveillants de prison qui ont été blessés, ils ont été blessés gravement. Il faut immédiatement essayer de la comprendre. Et évidemment, immédiatement essayer de la corriger. Nous allons faire en sorte que le niveau de contrôle, de fouille, y compris des visiteurs, puisse être élevé. Faut-il mettre en place des mesures de protection supplémentaires ? Alors que la question du retour au pays de combattants français de Syrie et d'Irak se pose, comment faire pour que les prisons ne deviennent pas un incubateur de la radicalisation islamiste ? On va voir ce que vous pensez tous les trois de cette question brûlante. David Valla, vous êtes un ex-djihadiste. Vous avez été le premier islamiste français incarcéré à la prison de la Santé. C'était en 1995. Brièvement, je rappelle que vous vous étiez converti. Ensuite, vous vous êtes entraîné, entre autres, en Bosnie, en Afghanistan. Vous avez été chef du groupe islamo-terroriste de chasse-sur-Rhône. Vous avez fréquenté d'ailleurs Khaled Kelkal. Et puis, il y a eu un basculement dans votre existence. Vous ne vouliez pas participer à des attentats qui ciblaient des civils. Vous avez été arrêté en 1995 et là, en prison, vous avez entamé un cheminement d'une part vers votre liberté intérieure et votre libre arbitre et puis surtout vers la déradicalisation. Et aujourd'hui, vous contribuez, vous voulez aider à lutter contre justement les dérives religieuses et la radicalisation. Est-ce que ce résumé vous convient ? Très bien, merci. Très bien. Et vous considérez qu'il faut absolument, à tout prix, éviter le regroupement en prison. Vous développerez tout à l'heure. À côté de vous, Wizia Kies, bonsoir. Vous êtes sociologue, directrice de l'association Dialogue Citoyen. Vous avez dirigé avec votre association, d'ailleurs, un projet pilote de déradicalisation en prison à Osny et à Fleury-Mérogis, 2 maisons d'arrêt. Vous estimez que le trop sécuritaire est contre-productif. L'erreur du gouvernement d'Édouard Philippe serait de faire croire que ces radicalisés ne sortiront jamais. Ils n'ont alors plus rien à perdre. Ils peuvent passer à l'action, éventuellement, en attaquant ou en essayant de tuer des surveillants. Et enfin, Guillaume Janson, bonsoir. Avocat, porte-parole de l'Institut pour la justice. Vous considérez qu'en plus de protéger le personnel pénitentiaire, le confinement des détenus radicalisés dans des unités spécialement dédiées permettrait d'alléger les règles de sécurité pour les autres détenus et d'œuvrer à leur réinsertion. Nadia, première question du débat, sélectionnée parmi celles de nos internautes. Oui, c'est une téléspectatrice qui vous pose la question suivante. Comment expliquer ce drame qui s'est déroulé dans la prison pourtant ultra sécurisée d'Alençon ? Guillaume Janson, quels sont les ratés et qu'est-ce qui aurait pu permettre d'éviter cette attaque terroriste qui vient d'avoir lieu ? Alors, ce qui aurait pu permettre d'éviter cette attaque terroriste, ce serait une modification des règles, d'abord de fouille. Ouais. Ce serait de tendre vers un phénomène qui est déjà à l'œuvre, mais qu'il faut accroître, qui est celui de la diversification et de la spécialisation des établissements pénitentiaires. Et je pense qu'autant il faut avancer vers des systèmes plus souples, plus allégés, du type de ce qui est développé dans les pays scandinaves sur des prisons ouvertes pour développer davantage de travail, etc. Et vous avez à côté, je pense qu'il faut aujourd'hui prendre la mesure de cette menace réelle des djihadistes en prison et il faut avoir des quartiers avec davantage de sécurité que ce qui existe aujourd'hui. Là, on parle d'un détenu de droit commun qui s'est radicalisé. Oui, c'est pas une personne incarcérée pour djihadisme. Exactement, et c'est toute la difficulté. Mais ce qui est très intéressant dans ce qui s'est passé cette semaine, c'est que, comme ce qui s'est passé l'année dernière dans l'autre prison la plus sécurisée en France, c'est-à-dire Vendin-le-Vieil, là c'était Condé-sur-Sarthe, sont les deux maisons centrales les plus sécurisées. Ce sont des maisons centrales qui ne sont absolument pas rongées par la surpopulation carcérale. Donc on voit bien que malgré des mesures de sécurité qui sont passées, malgré cela, c'est toujours insuffisant. De combien de gens parle-t-on ? Claude ? Notre chiffre du jour, 1200. 1200, c'est le nombre, c'est le chiffre officiel, le nombre de détenus de droit commun qui ont été signalés pour radicalisation islamiste. Donc on ne parle pas de terroristes, on parle de gens qui sont entrés pour des crimes ou délits et qui se sont radicalisés en prison. Il faut ajouter là-dedans 500 prisonniers qui, eux, ont été condamnés pour terrorisme. Question pour vous, David Valla.
pas seulement à partir de votre expérience, mais aussi votre expérience récente. Vous connaissez ces gens-là. Est-ce que tout détenu radicalisé, à un moment donné, voudra passer à l'acte parce qu'on le lui demande, parce que c'est la logique même de son cheminement? Alors, pour le coup, je vais enfoncer une porte fermée, s'agissant de la pénitentiaire, qui répond à une sociologie très particulière. Il y a des comportements qui sont exacerbés lorsque vous êtes enfermé, qui correspondent peu ou prou à ce qui se passe à l'extérieur, mais ça répond quand même à une spécificité. Bien souvent, les détenus qui se radicalisent trouvent dans la radicalisation un levier d'opposition à la pénitentiaire. Ça permet de s'inscrire dans un groupe, parce que les syndicats sont interdits, les regroupements de personnes sont interdits. Du coup, vous avez l'impression de ne plus être livré, vous seul, face à un combat ou un rapport de force avec la pénitentiaire. Bien souvent, lorsque les détenus radicalisés, qui ne l'étaient pas précédemment, lorsqu'ils recouvrent une vie à l'extérieur, oublient la radicalisation et reviennent à leur vie passée. Donc, c'est une stratégie en fait, qui se développe. ça peut relever de ça. Ce n'est pas forcément le cas de tous. Certains adoptent l'idéologie, mais d'autres le font par mimétisme. Donc ce chiffre de 1200 est trop large, trop général. Il est à relativiser. D'ailleurs, tous les profils ne sont pas identiques. Certains s'inscrivent dans un accès à la violence qui est complètement débridé. D'autres qui ont l'envie de passer leur détention tranquillement. Donc vous avez vraiment tous les profils dans ceux qui sont radicalisés. Vous disiez, ce qu'ils avaient expliqué, que l'idée qu'ils ne sortiront jamais pousse les gens à passer à des actions violentes contre les gardiens. Oui. On entend aussi que non, ce sont des consignes des groupements islamistes que de dire aux prisonniers maintenant, les cibles, ce sont les gardiens de prison. Quelle est la part du désespoir? Quelle est la part de la stratégie réelle des gens qui nous menacent? Alors, déjà, Daesh avait indiqué d'attaquer les policiers, tous ceux qui étaient en uniforme. En prison, il n'y a pas que des surveillants. Effectivement, ils sont en première ligne puisque ce sont eux qui ouvrent les cellules. Il y a aussi les conseillers d'insertion et de probation qui sont quand même beaucoup plus positifs pour les détenus et qui ne portent pas l'uniforme. Et c'est vrai que la cible, ce sont les surveillants. Moi, j'ai pu constater ça de manière assez effrayante en avril 2016, donc quelques mois avant l'attaque à Oni en septembre 2016, d'un djihadiste en direction d'un surveillant. En avril 2016, je suis dans une unité dédiée, je rencontre un détenu et pour la première fois, alors que j'interviens en prison depuis 2008, je sens une atmosphère extrêmement lourde et ce jeune détenu de 20 ans, qui sait qu'il va être condamné à 5 ans, quelques mois plus tard on a su qu'il était condamné à 10 ans, considérait qu'il était un rat de laboratoire. C'est un détenu que j'avais suivi sur un temps long, lors justement de l'expérimentation, et qui considérait qu'il était un rat de laboratoire, qui passait ses journées à faire des entretiens avec des psychologues, avec des chercheurs extérieurs, et puis des et voilà, et que finalement, même en sortant, sa vie serait fichue. Donc, quand on ne donne pas de projection, de perspective effectivement, à ces individus-là qui sont relativement jeunes, c'est une moyenne d'âge d'à peu près 24-25 ans, même s'ils font 10 ans, ils seront encore jeunes en sortant, donc ils n'ont plus rien à faire. Donc ce sentiment-là, qu'il peut se passer quelque chose, que ce soit dans les quartiers dédiés ou en détention classique, c'est évident. Par ailleurs, les agressions sur surveillants existent depuis des décennies. Hors djihadistes. Hors djihadistes, évidemment. On en parle beaucoup plus lorsqu'il s'agit de personnes radicalisées. Je voulais juste ajouter sur les indicateurs, parce qu'il y a 500 individus incarcérés. Tous ne sont pas condamnés, ils sont en mandat de dépôt. Les 1200, ce sont des détenus de droit commun. Absolument. La question qui se pose, c'est comment l'administration, et là je rejoins David Valla, sur les indicateurs. Quels sont les indicateurs qui nous disent qu'un tel s'est radicalisé? Est-ce qu'il est, à un moment donné, il se convertit, se réislamise? Et je rejoins encore David Valla, parce qu'il y a plein de stratégies en prison. On a besoin d'appartenir à un groupe, notamment, je pense aux affaires de mœurs, qui ne peuvent pas aller prendre la douche ou sortir, qui ont besoin d'un groupe de protection. L'islam est aujourd'hui le contre-pouvoir, c'est vrai, dans l'institution carcérale, parce que c'est un moyen de faire attendre le surveillant. On prie, et là, pour une fois, le surveillant doit attendre pour entrer en cellule. Oui, je souhaiterais réagir à oui, ce qui vient d'être dit, Janson, parce que je suis tout à fait d'accord sur le fait que les unités dédiées
et cette terminologie est celle qui avait été employée donc, jusqu'à l'automne 2016, lorsqu'il y a eu ce drame à Ony, qui a conduit à une agression sanglante de 2 surveillants, je suis d'accord pour dire que le fait de regrouper des personnes et les mettre ensemble, ce n'est pas une bonne solution. En revanche, et c'est d'ailleurs ce que disent d'autres experts psychiatres qui ont pignon sur rue, tels que Daniel Zaguri, tout ça. Mais ce qu'ils préconisent, c'est que pour les profils les plus dangereux, ceux qui sont les plus prosélytes, ceux qu'on n'arrive absolument pas à gérer, il faut les placer à l'isolement. Et c'est là que se pose en fait une difficulté. Mais pardonnez-moi, mais comment les repère-t-on puisqu'on ne sait pas. Allez-y, pardon. Il faut, comme je le disais, il faut les placer à l'isolement. Et la problématique de l'isolement, et c'est ce que disent en fait les membres notamment du parquet spécialisé sur les questions d'antiterrorisme, c'est qu'aujourd'hui en France, même des détenus placés en isolement, en réalité, arrivent à communiquer avec les autres détenus. Pas d'étanchéité totale, en fait. Exactement. C'est la problématique de l'étanchéité. Communiquer toujours. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, moi ce que je préconise, même si bien évidemment il n'y a pas que les détenus radicalisés et les détenus djihadistes qui sont des détenus dangereux. Et d'ailleurs, le jour où il y a eu le drame de Condé-sur-Sarthe, à Château-Thierry, un surveillant se faisait égorger, il a eu 12 points de suture. Et voilà, et on n'a pas d'éléments qui permettent de dire que c'était un attentat à ce moment-là. Donc ça existe, c'est une réalité. Mais je pense que du coup, les profils les plus dangereux, il faut pouvoir les écarter, et ceux qui sont les plus radicalisés, il faut les isoler avec cette prise de conscience de la porosité de cette étanchéité. Complète, oui. David Valla, votre expérience propre diffère totalement de ce dont on est en train de parler. Vous, c'est en prison que vous avez vu la lumière, que vous avez entamé un chemin vers ce que vous êtes aujourd'hui, la personne que nous rencontrons aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes sorti du djihadisme, du terrorisme, par la prison, en prison, par quelle rencontre, par quel cheminement? Voilà, vous avez mis l'index sur ce qui est important. C'est souvent une série de rencontres qui font que vous vous permettez de penser à nouveau par vous-même. Parce que finalement, la personne djihadisée, plutôt que radicalisée, parce que ça fait le distinguo, on peut se radicaliser religieusement sans être djihadiste. Oui. En revanche, quand on se djihadise, on se destine à être violent. C'est une histoire de rencontre. Alors, je suis un peu le contre-exemple, parce que je suis incarcéré pour être djihadiste et je me dédjihadise en détention. Grâce à qui? La pénitentiaire ferait un peu comme M. Jourdain qui s'ignorait à faire de la prose. Mais donc, grâce à qui? Donc, il y a quelle rencontre? L'accès à la lecture. Alors, la première étape, c'est que je suis persuadé que je vais avoir droit à la torture. J'ai étudié précédemment la guerre d'Algérie, parce que ça fait partie de ce qu'on nous apprend. Vous étiez à la santé. Voilà, et je ne suis pas torturé, on me confère un avocat, l'instruction se fait à charge et à décharge. Mes anciens amis, que je considérais mes frères, veulent me tuer, et ceux que je considérais mes amis me traitent humainement. Donc il y a une première césure. Et néanmoins, vous êtes accueillis, vous avez des fans, pardon, si je peux me permettre. Hélas, oui. Mais vous êtes accueillis. J'ai droit à un takbir général à la santé, voilà. De la part de codétenus. C'est ça. Mais je ne suis pas du genre prosélyte, parce que pour moi, le prosélyte, c'est celui qui doute et qui a besoin de se convaincre en convainquant les autres. J'étais suffisamment blindé et verrouillé pour ne pas avoir à convaincre qui que ce soit. La deuxième étape passe par la lecture. On me signifie que j'ai le droit à 2 livres par semaine. Donc je décide d'en lire 2 par jour, par esprit rotoire. Mais finalement, je suis agi de ma par lecture. Esprit de contradiction, mais vous avez été pris par la lecture et parce que vous avez découvert. Je ne sais pas si ça va rassurer nos auditeurs, mais c'est la lecture de Machiavel qui me fera revenir de tout ça. Oui. Machiavel. Parmi d'autres. Comme Emmanuel Macron, vous avez un point commun avec Emmanuel Macron. Il y a également Homère, de l'Iliade et l'Odyssée. Oui. Et la troisième, si nous considérons que il peut y avoir, comparaison n'est pas raison, mais si nous considérons que la doctrine serait un virus qui se propage, l'antivirus fonctionne également. C'est-à-dire que le contact des autres détenus qui ne partageaient pas mes idées, pas mes orientations politiques, pas mes objectifs, c'est créer une amitié, parfois même une fraternité, et je ne pouvais plus les considérer comme des charbons de l'enfer. Donc il y a également... Mais je ne suis pas certain que mon expérience puisse servir de modèle pour autant. Mais vous avez appris la fraternité et l'esprit critique. C'est ça. Alors, j'aimerais m'adresser aux détenus radicalisés ou en voie de djihadisme qui pourraient suivre votre émission, parce que je pense que vous avez un public très très large. À l'époque, Al-Qaïda nous formait, je pense que Daesh a le même objectif, parce que ça parlait tout le temps de ça. Un jour, je demande à l'émir, si je me retrouve en détention, est-ce que tu penses que je peux recréer un mouvement à l'intérieur? Il me dit, les détenus seront intéressants parce qu'ils savent passer sous les radars de la police, ils ont validé l'accès à la violence, mais c'est des brels, c'est de la chair à canon. Donc je m'adresse à mes concitoyens détenus en France. Si vous suivez ce chemin-là, vous êtes juste un pion sur un échiquier qui vous échappe. Très bien. Nadia, alors on a parlé, vous avez témoigné, merci encore David Valla. On va évoquer
Les Les femmes. femmes, oui. Alors d'après les chiffres, Après les hommes, les derniers femmes. chiffres dont on dispose, une cinquantaine de femmes sont actuellement détenues en France pour des faits en lien avec le terrorisme islamiste. C'est une proportion assez faible qui s'explique notamment parce que jusqu'en 2015, aucune revenante ou presque ne risquait de poursuite en France en vertu d'un biais de genre qui faisait d'elles des victimes. On n'imaginait pas qu'elles Les pouvaient oies être blanches et inamoureux. aussi violentes, voilà, et qu'elles donnaient la vie, etc. Ça a changé quand même. Et les incarcérations de femmes sont vouées à croître. Et comme pour les hommes, on dénombre des incidents très graves dans les quelques établissements qui sont capables de les accueillir. C'est notamment ce qui s'est passé à la prison de Fleury-Mérogis. C'était il y a 2 ans. Parmi ces femmes, on trouvait par exemple les 3 suspects de l'attentat déjoué à la bonbonne de gaz à Paris, à Notre-Dame, ou encore Anne Klein, la sœur de Fabien Klein, la voix des attentats de novembre 2015. On a entendu à ce moment-là les surveillants pénitentiaires dénoncer des faits de prosélytisme, de la violence verbale accrue, de la résistance à l'ordre de la part de ces femmes djihadisées. Un véritable climat de terreur qui s'est tenu en particulier à la nurserie, c'est-à-dire l'endroit qui accueille les femmes enceintes et les jeunes mères avec leur bébé jusqu'à 18 mois. Je vais lui arracher la tête avec mes dents, on va vous tirer comme des lapins, sur le Coran, bande de mécréants. Allah va se venger, ce sont les insultes, les menaces qui ont été proférées contre les codétenus et contre les surveillantes. Il y a 2 femmes qui ont été condamnées. Guillaume Janson, à ce moment-là, ça avait beaucoup ému. À ce moment-là, on avait entendu le gouvernement dire on va créer des unités, on va se préparer à effectivement s'occuper des femmes en prison. Là, il va y avoir beaucoup de femmes qui vont être rapatriées en France. Ça a changé, effectivement, on s'est préparé, on sait faire. En fait, ce qui est très intéressant, c'est le temps qu'il a fallu pour prendre conscience de cela, parce que vous avez un journaliste aujourd'hui très connu qui s'appelle David Thompson, qui était le prix Albert Londres pour Qui est son- parti pour les s'installer à qui a l'étranger. été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme en disant attention, parfois les femmes sont presque plus radicalisées que leur mari, et donc il faut vraiment s'affranchir de ce biais de genre. Alors après, quant au fait de savoir si aujourd'hui les choses ont vraiment changé en détention pour les femmes, moi malheureusement je ne peux pas l'affirmer. Oui, Jacques. Alors, juste sur les Oui, femmes, l'affirmer. c'est consternant parce qu'effectivement, c'était cette idée que les femmes ne pouvaient pas Être penser. violentes. C'est-à-dire, elles sont femmes, elles sont en plus musulmanes. Donc, évidemment, soumises. Donc, soumises à Dieu, mais soumises à leur homme. C'est un scandale. Mais c'est vraiment au niveau du gouvernement précédent. On avait beau tirer la sonnette d'alarme, comme a dit monsieur. La difficulté, c'est quantitativement, ça a changé. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement... il y a toujours eu des femmes incarcérées dans la mouvance islamiste, mais elles étaient très peu nombreuses. À Fleury, par exemple, avant l'affaire Mera, dans les années 2010-2011, elles étaient 2 incarcérées. Mais ce qui était assez intéressant de voir, c'est la perception qu'on avait sur ces femmes qui étaient soit dans une secte et soit victimes. Alors qu'il existe d'autres mouvements, je pense notamment aux femmes basques, qui sont très nombreuses et qui sont incarcérées pour des faits terroristes, mais dès que c'est lié effectivement à une idéologie politico-religieuse et notamment à l'islam, on considère que les femmes sont soumises et des victimes. Alors, on va s'intéresser... On le sait avec la Vendetta. Alors, je voudrais juste... Attends, juste après. Ouais, Juste après, parce qu'on va s'intéresser à une femme qui s'appelle Rachida Dati et qui considère que les politiques pénales souffrent d'angélisme. Son portrait acide par Olivier Boucreux. Bien radical, elle aussi. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Nos prisons ont un problème de radicalisation et nos politiciens ont des solutions radicales. Alors, faut-il s'enfermer dans une pensée avec Rachida Dati ? Louis Alliot par ici, Florian Philippot par là, face à la politique pénale, ils ont tous leur mot à dire, ou le mot pour rire, selon l'endroit où l'on se place. Vous, Rachida, élue de la petite mairie du 7e arrondissement de Paris et candidate à la grande, vous n'échappez pas à la règle. Ah, Rachida, toujours là, en bon petit soldat LR ou en colonel iconique de votre propre armée. Toujours là avec des idées à exprimer quand elles ne sont pas reçues. Quelques heures après la violente agression en prison, vous, l'eurodéputé, étiez au garde à vous devant un micro. Vous vouliez qu'on arrête l'angélisme, vous demandiez une bonne grosse politique pénale. Le dossier des prisons, vous le connaissez bien, c'est vrai. Vous, l'ancienne avocate, l'ex-garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy, tant aimé par des magistrats que vous avez défendu bec et ongle. La situation n'était pas du tout désastreuse à votre époque, oh non, pas du tout. La surpopulation n'existait pas, le personnel pénitentiaire en nombre n'avait pas appelé un temps au blocage total de toutes les prisons, les détenus ne se suicidaient pas en cellule, et la radicalisation n'existait pas encore. Non, pas dans votre maison. Nous n'allons pas vous ressortir les chiffres, vous les contesteriez en nous regardant bien dans les yeux, droite dans vos bottes. Votre truc à vous, il faut bien l'avouer, c'est la communication. Et pour ça, vous êtes très forte. Replacez habilement aujourd'hui que la contestée rétention de sûreté, on vous la doit, et que la gauche voulait la supprimer, c'est fort. Et ça a au moins le mérite de relancer le débat.
Merci Olivier Bougreux. Claude. Et c'est un débat sur le durcissement qui serait nécessaire des politiques pénales qui n'est pas porté que par Madame Dati. Hier encore, Guillaume Pelletier, qui est vice-président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, expliquait que si les djihadistes français revenaient, il faudrait immédiatement leur appliquer une peine de 30 ans de rétention de sûreté. Incompréhensible. Question pour vous, Louisa Kies. Est-ce qu'il y a dans la classe politique une tentation, est-ce que cette tentation est une solution, de retirer définitivement de notre paysage les radicalisés, les pré-terroristes ou les anciens terroristes? Oui, et quasiment, peu importe de droite ou de gauche, on entend le même discours, mais ça tombe bien qu'on parle de Rachida Dati. Est-ce que ce n'est pas la chose à faire? Ou est-ce que c'est une illusion, c'est une réalité peut-être souhaitable, retirer ces gens-là de la circulation définitivement? Oui, on est dans un état de droit, donc ce n'est pas aux politiques de juger aussi les individus, et les individus sont donc des individus, et la peine sera donc individualisée. Donc voilà, on ne peut pas simplement dire, et même 30 ans. Quelqu'un qui revient qui a 20 ans, à 30 ans, il sortira quoi qu'il arrive. Mais juste pour revenir à Rachida Dati, puisque à son époque, effectivement, on parlait beaucoup moins. En 2007, il n'y a pas d'attentat. Il y a effectivement des individus qui sont incarcérés, je pense, groupe islamique armé, etc. Mais à son époque, à elle, et la loi Dati, c'était sur la rétention de sûreté pour les affaires de mœurs, puisqu'il y avait pas mal au niveau médiatisation autour des pédophiles multirécidivistes. On est exactement dans la même chose. Aujourd'hui, ce qui nous incombe, c'est la question des djihadistes, le retour, etc. Mais en prison, vous parliez tout à l'heure, 1200 plus 500, ça fait 1700 individus. Il y a 71 000 détenus. Et on parle d'une petite partie d'individus qui posent problème en détention. La question de la radicalisation... Oui, mais il y a aussi des individus extrêmement violents. Si on regarde celui qui est passé à l'acte il y a quelques jours, il a un parcours d'un délinquant multirécidiviste extrêmement violent. On avait, lors de l'expérimentation, bien sûr, et qui est extrêmement violent, on l'a vu aussi par le passage à l'acte, mais qui est très violent. Adolescent, il était nazi. Et le problème en prison, je crois qu'il faut cibler, c'est l'accompagnement, justement, de la sortie de la violence. David Valla, vous dites qu'il y a autant de processus de déradicalisation qu'il y a d'individus. Vous vous rendez bien compte que ça sent... C'est pour ça que je prône... Comment faire? Nous prônons avec Amélie Myriam Chelly la pluridisciplinarité des personnes qui vont prendre en charge ces profils. C'est-à-dire que certains vont relever stricto sensu de la psychiatrie, d'autres de la psychologie, d'autres du parcours personnel, d'autres d'une sociologie particulière, d'autres un mix de tout ça. Mais est-ce qu'on a le temps et les moyens de faire du cas par cas? Parce qu'on entend qu'on n'a pas de temps, qu'on n'a pas de moyens. Il va falloir que nous trouvions et le temps et les moyens, parce que c'est une réponse à laquelle nous allons devoir répondre, quoi qu'il en soit. Et la politique de l'autruche, qui a été un peu celle de tous les exécutifs jusqu'à présent, ne donne pas de fruits. Le tout répressif, nous savons ce qu'il en a été des pays musulmans concernés, la Tunisie, l'Égypte et d'autres, la Syrie, et nous voyons bien ce que ça donne. Donc le tout répressif est une impasse. Et c'est le but que cherchent Daesh et tous les groupes islamistes. Nous faire tomber dans le piège de la réponse radicale en abandonnant ce que sont nos valeurs, qui sont, par principe, la capacité de penser qu'un être humain peut changer. Guillaume Janson, vous êtes avocat. Est-ce qu'on peut appliquer notre droit et nos valeurs fondamentales à des gens qui nous font la guerre? Si on décide d'en faire des justiciables, je crois que oui, il faut absolument respecter ces règles de droit. Et je pense que... Alors, juste pour réagir peut-être sur ce qui était dit, je pense qu'évidemment, on ne peut pas tout appréhender sous un angle sécuritaire, c'est une évidence. Mais tant qu'on ne sera pas certain des résultats d'une déradicalisation qui est menée par différentes démarches, et effectivement, pluridisciplinaire, M. Valla l'a dit, et il n'est pas le seul à le dire. J'évoquais tout à l'heure Daniel Zaguri, il y a d'autres personnes qui sont prononcées sur ce point et qui expliquent qu'il y a vraiment une importance de la singularité sur la déradicalisation. Ce qui fonctionne sur certaines personnes peut être complètement contre-productif sur d'autres personnes. Donc, retrouver l'idée des individus, ce qui est votre histoire. C'est la règle du droit français, je ne vais pas l'apprendre à Maître Bayon. Et ce que fait de toute façon la justice au travers de l'individualisation de la peine. Et une fois qu'on a donné ces points de repère, je crois que... Alors, Rachida Dati, malgré son bilan relativement contrasté de politique pénale, elle parle d'angélisme. Derrière la notion de l'angélisme, je pense que moi j'en préfère une autre qui est le risque de l'attentisme. C'est ce que j'entends par là, c'est que je pense qu'on peut faire mieux sur certaines choses, sur des fouilles, sur des différents processus pour limiter les risques. Il faut travailler sur la déradicalisation, il faut avancer de pair, je pense. Merci. 700 sont très contrôlés en prison. Merci à tous les trois. Merci d'avoir participé à ce débat. 28 minutes.